Bonjour chers confrères, nous allons voir ensemble ce que l'OCT-angiographie apporte à apporter à la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il s'agit d'un travail d'équipe. Cette présentation est le fruit de travaux de l'ensemble de l'équipe de Créteil. Alors toute technologie, et ça encore plus vrai pour l'imagerie, est amenée à évoluer. Si on prend l'exemple de la télévision, des premiers tubes cathodiques en 1930 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des modifications considérables, en passant par la couleur, la 3D, le volume, et c'est vrai aussi pour l'OCT. Les premiers OCT sont apparus en 1993, avec des images qui étaient assez rudimentaires, puis 1996, les premiers OCT acceptables, pour lesquels on pouvait commencer à voir des choses, et enfin le spectral domaine OCT qui nous apporte une sémiologie fine, et depuis une dizaine d'années, l'OCT angiographie est apparu. Alors quel est le principe de l'OCT angiographie? L'OCT angiographie consiste à analyser en face ce qui se passe sur une image et quelques microsecondes plus tard, voir s'il y a des modifications. Alors rien ne peut changer en quelques microsecondes, si ce n'est le flux vasculaire. Et à partir de logiciels et d'algorithmes perfectionnés, seulement ce qui est en mouvement rapide et linéaire, je précise, va être analysé. Si on prend cet exemple, ce principe sur ces quelques exemples où on voit sur cette image que low variance signifie qu'il ne s'est rien passé, high variance signifie qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné sur ces pixels-là. Et le logiciel va analyser, grâce à l'aide de formules mathématiques que je vous passe, que je vous épargne, va analyser avec différents types d'algorithmes, va pouvoir analyser les modifications d'un instant T à un instant T1. Et dès lors qu'il va y avoir des modifications, c'est-à-dire un flux vasculaire, la seule chose qui va bouger sur une rétine, c'est le flux vasculaire en quelques millisecondes, on va pouvoir analyser les mouvements de ce flux vasculaire. Donc ce que l'on analyse, ce sont les flux vasculaires linéaires. Ce n'est pas la présence ou pas d'un vaisseau, c'est le fait qu'il y ait un flux à l'intérieur de ces vaisseaux. Et on peut analyser donc différentes couches de la rétine, les différentes lignes de la rétine. Alors, sur les tout premiers OCT angiographies que l'on avait fait, c'est vrai que l'image était un petit peu décevante et on avait du mal à bien comprendre, à aligner les images, à comprendre ce qui était un artefact et comprendre ce qui était un flux. Et je vous passe juste cette slide pour vous dire qu'il ne faut pas se décourager dès les premières images, il faut persévérer et se former bien sûr à l'acquisition et l'analyse de façon à avoir et obtenir ces belles images ici sur un individu sain. Image des couches superficielles de la rétine dans l'aire maculaire, des couches profondes, outer plexiform layer et la choriocapillaire. Alors, dès les premiers patients, ici, vous voyez un exemple de néovaisseau de type 1 avec typiquement l'OCT des néovaisseaux de type 1 sous-épithéliaux, l'angiographie à la fluorescine qui retrouve le lacis néovasculaire à bord mal limité, une diffusion tardive avec de nombreux pinpoints et l'image en ICG où l'on va retrouver une plaque qui, dès le stade intermédiaire, va se définir. On va pouvoir analyser la surface de la plaque néovasculaire sans réellement voir les contours des néovaisseaux. On ne voit pas bien les néovaisseaux, mais on voit la plaque néovasculaire. C'est ce qui nous permet d'analyser la surface de la lésion néovasculaire sur les néovaisseaux de type 1. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait observer en OCT-angiographie ? Eh bien, en OCT-angiographie, on analyse le flux des vaisseaux à l'intérieur de cette plaque. Et là, on va voir avec une grande définition le flux vasculaire qui correspond au néovaisseau choroïdien. On a appelé, parce qu'on aime définir les choses, on a appelé cet aspect un aspect en arbre fleuri. Où on voit bien, on a l'impression qu'il y a quelques troncs et on voit bien le bouquet néovasculaire. Et puis on s'est amusé à donner des noms à ces différents patterns de vaisseaux en fougère, en arbre fleuri, en plat. Alors ça, c'est un plat de spaghetti, c'est un nom qui a disparu, mais enfin on va appeler Tangle Network, c'est devenu le Tangle Network. Cette image pour vous montrer l'importance de la segmentation. Il se peut que je vous incite à faire vous-même vos acquisitions
ou formez vous-même vos orthoptistes pour le faire, mais il est préférable, en tout cas je préfère les faire moi-même, de façon à avoir la meilleure acquisition possible et ensuite la meilleure segmentation. Il y a 2 étapes importantes, l'acquisition de l'image, où il faut vraiment entraîner le patient à ne pas bouger et la centrer sur ce que l'on veut, et puis la segmentation. Vous voyez qu'en fonction de la segmentation, on va avoir des images complètement différentes, et avec une bonne segmentation, vous allez pouvoir retrouver le lacino-vasculaire. Donc il y a tout un travail ensuite d'analyse d'image, et c'est vrai en particulier pour les néovaisseaux de type 1, puisqu'il y a un DEP et que l'image peut être faussée, et que la segmentation peut être erratique. Il faut vraiment, pour les néovaisseaux de type 1, revoir image par image et redessiner la segmentation pour faire ressortir le néovaisseau choroïdien. Ici, la même chose, mais sur une analyse où on va ressortir simplement le néovaisseau choroïdien. Alors, on a vu les néovaisseaux de type 1. Parlons maintenant des néovaisseaux de type 2. Ici, un aspect typique de néovaisseau de type 2 en spectral domaine OCT en haut, où on voit le néovaisseau préépithélial. B et C retrouvent l'aspect en angiographie à la fluorescine avec le néovaisseau bien limité, une diffusion au stade tardif. Et puis en DE, on va retrouver en OCT angiographie ce lacino-vasculaire. On voit bien le tronc, ce qui semble être le tronc nourricier, la flèche verte, et l'aspect des néovaisseaux avec les nombreuses arcades anastomotiques. Il s'agit d'un néovaisseau immature avec les nombreuses arcades anastomotiques qui nous donnent un aspect que l'on a décrit. Là encore, un autre néovaisseau de type 2 sur un autre patient qui prend un aspect plus plein. On leur a donné, là encore, des noms, un nom de glomérule, puisqu'on a l'impression qu'il y a un afférent, un efférent, et puis ces néovaisseaux à l'intérieur. Et puis là, un aspect de jellyfish, de méduse, puisque l'aspect, là encore, est très plein. Alors ça a toute sa signification. On sort de la DMLA, on s'intéresse aux lésions pseudovidéliformes maculaires de l'adulte. Ça a toute sa signification là-dessus, sur ce type de lésion, où l'OCT angiographie, c'est sans doute une des plus belles indications de l'OCT angiographie, va permettre d'identifier le lacino-vasculaire. Là encore, on retrouve cet aspect dit en méduse. On se retrouve donc, alors quelle que soit la technique d'acquisition et la machine, avec des images qui sont assez similaires dès lors que l'on fait la même segmentation. Les images sont similaires si on va faire la même segmentation. On a vu les néovaisseaux de type 1, les néovaisseaux de type 2. Voyons voir les néovaisseaux de type 3. Vous avez ici des panels de néovaisseaux de type 3, cliché couleur, angiographie à la fluorescine, l'ICG qui permet de retrouver le pinpoint, le point d'anastomose choriorétinienne, et puis enfin l'OCT spectral domaine qui va retrouver selon les stades, le stade d'érosion, le flap ou le kissing sign en SDOCT. Alors, que retrouverait l'OCT angiographie? Ici, vous avez l'ICG de l'anastomose choriorétinienne. Vous voyez bien les vaisseaux rétiniennes et on retrouve le hotspot. En OCT angiographie, on va retrouver simplement une petite mèche, ce qu'on a appelé le tuft. Comment appeler cela? On l'a appelé un tuft, un petit plexus. L'image est à voir vraiment plutôt en B-scan qu'en face. En face, c'est assez discret. On va retrouver juste le tuft et c'est surtout le B-scan, on va revoir ça, qui va faire le diagnostic. Ici, vous voyez la réponse thérapeutique d'un patient avec anastomose choriorétinienne que l'on a traité sous anti-VEGF et on va voir ce tuft qui peut disparaître à un certain moment. Le vaisseau est toujours là, mais le flux s'est atténué, on ne voit plus le flux. À un moment donné, le vaisseau peut s'atténuer et revenir. C'est donc la récidive exudative, la récidive active, et ensuite repartir. Vous voyez l'évolution, ce vaisseau a eu tendance quand même à grandir au fur et à mesure du temps. Regardez bien en bas à gauche l'aspect vertical du flux, et c'est vraiment le B-scan qui nous permet de retrouver ce néovaisseau de type 3. La flèche verte va le retrouver en face, l'image en face de ce petit tuft minime. Là encore, le couplage entre OCT et ICG. Vous voyez ici une toute petite vacuole au niveau de ce plexus et le B-scan. On a vu donc les néovaisseaux de type 1, de type 2, de type 3. On va voir ensemble la vascularopathie polypoïdale qui avait été décrite initialement par Larry Iannuzzi.
ce polype qui donne un aspect en dôme en SDOCT, qui s'accompagne du branching vascular network. On a donc 3 parties chez ce patient. De façon assez remarquable, on a des néovaisseaux de type 2, ce qui est assez rare dans les lésions polypoïdales, c'est la flèche rouge. La flèche verte va nous indiquer le polype et la flèche blanche, le branching vascular network, un équivalent de néovaisseau de type 1 sous épithélium. Au niveau de la flèche verte, on ne retrouve pas, il n'y a pas de flux sur l'image en bas au centre. On ne retrouve pas à l'endroit précis du polype le flux hyperréflectif. Vous voyez donc ici le polype qui va apparaître sur l'image à droite par la flèche blanche pleine comme hyporéflectif. Et on voit le branching vascular network sur les côtés, c'est la flèche noire. Là encore, un exemple de polype. Alors, dans la plupart des cas, le polype lui-même apparaît comme hypo. Et c'est le branching vascular network à côté que l'on va visualiser. Alors, pourquoi est-ce que le polype serait hypo? Tout simplement parce que le flux, on va dire, n'est pas à la bonne vitesse. On a un flux turbulent à l'intérieur du polype. Et l'hypothèse principale, c'est que ce flux turbulent n'est pas détecté comme une modification de flux. Il ne permet pas de voir de façon aussi linéaire qu'un flux vasculaire. Les algorithmes ne sont pas faits pour détecter ces flux-là. On a vu donc les néovaisseaux de type 1, de type 2, de type 3, les polypes. Voyons voir le stade final d'évolution des néovaisseaux choroïdiens, la fibrose. La fibrose, comment la diagnostiquer? On la distingue bien à l'examen du front d'œil, on la devine sur les clichés couleurs, on la voit beaucoup mieux, c'est ce que nous avons publié il y a quelques années sur des clichés multicolores qui permet vraiment de faire la différence entre la fibrose et l'atrophie. En angiographie à la fluorescine, on retrouve cette hyperfluorescence précoce, cette imprégnation sans diffusion tardive s'il n'y a pas d'activité néovasculaire active. Et en SDOCT, on a un pattern, des patterns très très variables de cette lésion fibrose avec une classification en ABC, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Les différents patterns en SDOCT de ces lésions fibreuses. En OCT-angiographie, on a voulu savoir s'il y avait encore un flux actif à l'intérieur de ces lésions fibreuses ou est-ce qu'il n'y a plus que un vaste tissu fibreux. Et oui, on a observé dès lors un aspect que l'on a qualifié plus tard comme hypermature de ces néovaisseaux choroïdiens. La particularité, c'est qu'on a un aspect en arbre mort avec des gros troncs et plusieurs espaces hyporéflectifs entre ces troncs. Vous voyez donc cet aspect chez ce patient. On voit en bas la fluo des néovaisseaux qui diffusent très peu, diffusent surtout dans la partie la plus nasale, qui diffuse peu dans la partie temporale. En ICG, l'aspect de ces néovaisseaux hypermatures. Regardez l'ICG sur le panel de gauche. On va retrouver un bouquet de néovaisseaux dans la partie nasale et un aspect plus fibreux en temporale qui correspond à un aspect en arbre fleuri sur la partie nasale et un aspect en arbre mort sur la partie temporale. Bien entendu, il n'y a pas de on-off. Les néovaisseaux ne deviennent pas d'une minute à l'autre d'immature à hypermature et on va retrouver cet aspect progressif d'évolution vers la fibrose. Vous voyez que ici, l'aspect progressif de la fibrose s'est fait d'abord dans la partie temporale. Ici, là encore, un aspect en arbre mort de ces néovaisseaux choroïdiens. Là aussi, alors on est très content d'avoir mis dans la littérature ce mot d'arbre mort, qui fait référence pour les néovaisseaux hypermatures dans la fibrose. Là aussi, un aspect de fibrose. En OCT-angiographie, on va retrouver cet aspect assez typique. Attention à ne pas confondre avec les gros troncs choroïdiens. Vous voyez que là, il s'agit de vaisseaux beaucoup plus fins. Finalement, dans la fibrose, on retrouve cet aspect en arbre mort. On peut retrouver aussi des boucles vasculaires, surtout sur les côtés. Et puis enfin, l'aspect qu'on appelle en tangle network. Une des particularités, ce sont les flow voids, les zones vides de flux, où on ne voit pas de flux à l'intérieur. On peut même calculer un index de maturation si on fait le ratio entre, enfin là on est plus dans la recherche clinique, si on fait le ratio entre
l'aspect immature et l'aspect hypermature en arbre mort. Enfin, on a vu les néovaisseaux de type 1, de type 2, de type 3, les lésions polypoïdales, le stade ultime, la fibrose. On va voir une autre DMLA, la DMLA atrophique. Alors dans la DMLA atrophique, on va retrouver simplement les gros troncs choroïdiens qu'il ne faut pas confondre là encore avec de la fibrose. Mais de temps en temps, on peut retrouver non seulement l'atrophie, la zone d'atrophie, mais également sur les bords de l'atrophie, ce qui apparaît plus difficile à discerner en angiographie à la fluorescine, puisque l'atrophie est hyperfluorescente, le néovaisseau est également hyperfluorescent. Sur les bords de l'atrophie, on peut retrouver de temps en temps une petite zone qui va se traduire en SDOCT par un petit renflement, une petite zone de néovaisseau sur le bord de l'atrophie. Vous voyez ici un aspect typique avec une zone d'atrophie. On devine en angiographie à la fluorescine une petite diffusion, on le verra mieux en ICG. En SDOCT, on voit, et là on le voit bien, du gris préépithélial. Il s'agit de néovaisseaux de type 2. Ici, vous voyez l'aspect en fluo. Alors, c'est vrai qu'en fluo, si on n'a pas la séquence, on ne peut pas affirmer qu'il y a une diffusion. Il nous faut la séquence fluo pour voir qu'il y a une diffusion, c'est-à-dire une différence entre le stade précoce et le stade tardif. Mais l'examen en OCT angiographie va nous permettre de bien individualiser le nouveau bouquet néovasculaire. Et là, ça vaut le coup chez un patient qui a encore une épargne fovéolaire, avec des néovaisseaux qui rentrent dans la zone fovéolaire, il faut le traiter. Ce patient-là, il faut le traiter avec un bon résultat. Ce sont souvent des patients qui viennent pour atrophie, chez qui on a dit que les lésions évoluaient très lentement et que l'atrophie évolue lentement. Et là, il nous dit, il se passe quelque chose, j'y vois moins bien. On peut mettre ça sous le compte de l'atrophie si on ne fait pas de fluo ou si on ne fait pas d'autres examens. L'ICG peut nous indiquer, mais autant faire un OCT angiographie. C'est vraiment l'OCT angiographie qui va nous confirmer la présence. Ça a été les travaux de l'équipe d'Alexandra Miré et d'Ittorio Capuano de retrouver cette particularité, ces néovaisseaux sur le bord de l'atrophie. Ici, vous voyez avec une colorisation ces petits néovaisseaux sur le bord d'une zone d'atrophie qui ressortent mieux en colorisation. Alors, transition avec qu'est-ce que la colorisation ? Si vous le voyez, on voit bien ces néovaisseaux. Si on fait une colorisation et un volume rendering, c'est surtout pédagogique. Alors la colorisation. Dès lors, l'image de la télévision, on s'est dit qu'on allait peut-être coloriser les images et peut-être qu'on verrait des choses plus intéressantes, en tout cas plus faciles à voir, et peut-être aussi d'autres notions sur la colorisation. La colorisation consiste à reprendre les mêmes images et coloriser différentes couches. Autrement dit, on a au minimum, on a plusieurs couches dans la rétine, mais au moins coloriser ces 3 couches-là. On a enlevé la choriocapillaire parce qu'elle était un peu confondante et difficile d'interprétation lorsqu'on met trop d'informations. Donc on a colorisé arbitrairement bleu, jaune, rouge les différentes couches de la rétine. Et finalement, on se retrouve avec, en superposant les images, une plus grande facilité pour retrouver ces différentes couches de la rétine et visualiser les néovaisseaux. Vous voyez que lorsqu'on met la choriocapillaire en bleu clair, ça devient un petit peu plus difficile à analyser. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'enlever la choriocapillaire là-dessus. Alors, quelle que soit la machine, on peut coloriser. Il y a quelques machines qui colorisent, quelques appareils qui permettent de coloriser de façon automatique. Sinon, après, il faut tout un travail en aval pour faire une bonne acquisition des images et retravailler ces images en colorisation. Si on prend cette image ici, difficile pour moi en première vue de dire où se trouvent les néovaisseaux et est-ce qu'il y en a d'abord. En colorisation, on va le voir tout de suite. Si on colorise les images, on va voir tout de suite le petit tuft. Alors c'est particulièrement utile pour les anastomoses choriorétiniennes, les néovaisseaux de type 3, et c'est le petit détail qui fait la différence, cette petite colorisation qui permet de retrouver les néovaisseaux. Là encore, des néovaisseaux mixtes, où on a des néovaisseaux de type 1 en nasal et de type 2 en temporal chez ce patient. On le voit bien sur la fluo et sur l'ICG. On le voit tout aussi bien sur le SDOCT de type 1 sous-épithéliaux, de type 2 préépithéliaux en SDOCT. Et vous allez voir les différents patterns. On a plutôt un pattern Tangle Network sur le type 1 et un pattern de type 2 qui est plutôt un pattern de méduse, plus plein, plus compact.
chez ce patient, vous voyez que les néovaisseaux s'expriment un peu différemment en type 1 et en type 2. C'est assez caractéristique. Voilà, après, on peut les isoler, les recoloriser, remettre les différentes couches. Là encore, un patient avec de l'atrophie et des néovaisseaux sur le bord de l'atrophie. Voilà, un petit bouquet de néovaisseaux, là encore. Alors, on peut retrouver ici un aspect en glomérule que l'on va ensuite discerner, identifier. Ça nous permet la colorisation nous permet non seulement de bien individualiser le néovaisseau, on peut jouer avec ça, mais aussi de pouvoir suivre, comme on va le voir, les néovaisseaux choroïdiens et d'en voir les modifications, le morphing de ces néovaisseaux. On a vu donc les clichés noir et blanc, les clichés couleur. Est-ce qu'on pourrait quantifier ces néovaisseaux? Est-ce qu'on pourrait imaginer faire une quantification? Parce que là, on est dans l'analyse, on est dans un concept analytique des néovaisseaux, qualitatif, mais est-ce qu'on peut faire du quantitatif sur ces néovaisseaux? C'est la question que l'on a eue. Autrement dit, est-ce qu'on peut prendre le patch de la lésion néovasculaire et la quantifier? Et est-ce qu'on peut prendre le flux lui-même? Simplement le flux et l'analyser? Oui, tout simplement, on avait développé très rapidement un petit algorithme pour voir la zone white area, la zone hypereffective, et puis analyser ces modifications dans le temps sous traitement. Et la densité correspond à toute la zone que l'on a. Dès lors, Optovue l'a intégré dans son logiciel et on peut avoir une analyse quantitative pour la plupart des machines du flux néovasculaire. Ce qui est vraiment un plus pour pouvoir suivre nos patients. Ici, la fiabilité de cette analyse du flux sur les néovaisseaux de type 1, de type 2, de type 3, c'est vraiment très reproductible, inter- et intra-observateur. Je vous passe les détails de l'étude, mais enfin, inter- et intra-observateur, on a une fiabilité qui est remarquable pour la quantification de ces néovaisseaux choroïdiens. Alors, les quantifier, c'est bien, mais est-ce que ça reflète, on va passer là-dessus, est-ce que ça reflète une réalité? Autrement dit, est-ce que ce qu'on quantifie là, certes, c'est reproductible, mais est-ce que c'est fiable? Et pour dire si c'est fiable, il faut le comparer à une technique de standard, le gold standard actuel, pour quantifier la taille des néovaisseaux, ça restait l'ICG. On a donc comparé la surface de la lésion en OCTA à la surface de la lésion en ICG. Et on s'est rendu compte tout d'abord qu'en ICG, entre le stade intermédiaire et le stade tardif, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent, il peut y avoir des différences. Alors ça, ce n'était pas connu. Finalement, on pensait qu'en ICG, il n'y avait pas de diffusion et qu'au stade tardif et qu'on gardait la même plaque. Il peut y avoir des différences. Les différences sont plus importantes en ICG qu'en OCTA, puisqu'il n'y a pas de séquence en OCTA. Et enfin, il y a une bonne corrélation entre l'OCTA et l'ICG, avec peut-être une surface un peu plus petite pour l'OCTA qu'en ICG. Vous voyez ici un exemple de lésion en ICG, en OCTA. On peut s'amuser à superposer les deux et on va voir s'il y a des zones, qui dépassent. Effectivement, il y a des petites, vous voyez en rouge, des petites supériorités de surface en ICG par rapport à l'OCTA angiographie. En tout cas, ça nous permet, c'est assez bien corrélé, la différence est minime, moins 10%, et c'est très bien corrélé à ce qu'on avait en ICG, qui reflète de la réalité l'ICG ou l'OCTA. Ce qu'on sait, c'est qu'en OCTA, il y a une très bonne reproductibilité des lésions. Là encore, ça fait partie des travaux du service que nous avions publiés. Alors, on a vu, finalement, la description des néovaisseaux de type 1, 2, 3, polypes, fibrose, néovaisseaux sur atrophie, en noir et blanc. On a vu la couleur, la colorisation, la quantification. On sait que maintenant, on peut quantifier de façon assez reproductible ces néovaisseaux choroïdiens. Est-ce qu'on pourrait faire du volume modeling, le 3D effect? Ça a été fait et présenté au congrès Maculart pour la première fois par XPADE en 2015 et en montrant cet aspect de colorisation. Alors, vous voyez ici, on va lancer la vidéo, vous voyez ici les différentes couches de la rétine et la colorisation des différentes couches de la rétine. Si on lance la vidéo, voilà, on voit
Alors c'est surtout pédagogique, mais on voit très très bien et de façon intuitive. Alors ce n'est pas encore incorporé dans les algorithmes des appareils, ça viendra sans doute un jour. En tout cas, on pousse pour ça. Pour le patient, c'est waouh, hein, le patient voit tout de suite ces néovaisseaux, leur situation, ça peut nous permettre de les positionner, quelles que soient les techniques. Vous voyez qu'on a utilisé plusieurs appareils. Ici, ce sont 2 patients, 2 yeux différents. On peut voir même pour des néovaisseaux pré-rétiniens, chez le diabétique, même si ce n'est pas le sujet ici, vous voyez bien le néovaisseau par rapport à la rétine et sa localisation. Cet effet de volume monitoring permet de retrouver les différentes couches de la rétine. Ici, chez un patient qui avait des polypes, on va retrouver la lésion polypoïdale, le branching vascular network. Ici, le polype était bien visible, la lésion, la partie, en tout cas une partie du polype est bien visible en flux, le branching vascular network. Et on peut s'amuser à extraire, selon, puisque ce sont sur des couches un petit peu différentes, voir que le polype, voir que le branching vascular network. Voilà, bon, ça n'a pas un grand intérêt. Alors, est-ce que c'est utile tout ça? Bon, c'est utile pour faire des présentations, pour faire des communications. C'est utile aussi pour faire des publications. C'est utile pour faire le diagnostic dans certains cas un petit peu difficiles de DMLA, où on va pouvoir faire le diagnostic de ces néovaisseaux choroïdiens dans certains cas.